Jean-Marie Le Pen, vous avez des origines paysannes. Ça, faut dire, j'ai de la terre de France à mes godasses. Moi, ça, il faut dire la vérité. Mon père était patron pêcheur, mon grand-père était aussi pêcheur. Et vous voyez d'ailleurs, je suis dans ma maison, qui est une maison de marin tout à fait typique de ce pays. Jean-Marie Le Pen est à la Trinité-sur-Mer, dans sa maison familiale. Il est chez lui. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir dans ma maison natale. C'est ici que je suis né, dans cette pièce, si j'ose dire. Ah, ça, c'est ma classe, ça. Oui, 1939. Elle est dans un livre. Et j'étais un enfant de Petit Blanc. Et j'espère défendre les Petits Blancs suffisamment longtemps pour qu'ils puissent rester libres dans leur propre pays. Je suis un homme d'un peuple français qui est menacé d'être chassé de chez lui. Est-ce que nous avons le droit d'être chez nous en France? Il y a une espèce de relation mystique avec le public. J'ai des choses à leur dire. J'essaye de le dire de tout mon cœur. Nous ne sommes pas xénophobes, mais francophiles. À la vérité, je ne les vois pas. Je vois une masse. En marchant sur la tribune, sans papier. Retroussons nos manches et allons au travail, vers la victoire! En faisant mon numéro personnel. Le discours de Le Pen est taillé sur mesure. Pas de programme, pas de propositions économiques. Non, simplement une longue série d'anecdotes qui jouent tour à tour sur les bons sentiments ou les bas instincts. Quand on est un orateur politique, on est forcément un acteur. France Inter, 8 heures. Jean-Marie Le Pen a des problèmes avec son épouse. Madame Pierrette Le Pen a chargé Maître Collard d'introduire une instance en divorce. J'étais chez moi dans mon petit appart avec les 3 enfants. On sonne à l'interphone, je prends et c'est Jean-Marie. Bon, donc il monte et à peine arrivé, il s'assoit dans le fauteuil et il me dit « Pierrette est partie ». Bon, il y avait le visage quand même marqué, hein, mais il n'a pas épilogué. Hein. Il m'arrive quelque chose qui est arrivé à un certain nombre de maris, c'est qu'au bout de 30 ans de mariage, ma femme est partie avec quelqu'un d'autre. Je me dis, l'herbe était plus verte à côté. Je suis partie. Avec un mec, 3 jours après, je savais que j'avais pas fait le bon choix. Je regrette pour mes filles, surtout. Voilà. J'aurais fait beaucoup de chagrin. Le chagrin que j'ai fait à Jean-Marie, ça, je m'en fous complètement. Mais je suis partie. Je ne souhaite à aucune de mes amies de vivre avec un homme politique. La politique, c'est dur, 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 dur. Ce couple était tellement fusionnel que j'imaginais pas une seconde qu'elle partirait et qu'elle quitterait Le Pen, quoi. Commencée en pleine ascension électorale, l'année 1984 se termine en plein drame. Montretout vit au rythme du déchirement des époux Le Pen dans les médias. La politique dans la famille Le Pen, j'appelle Madame X, Pierrette Le Pen. Celle-ci affirme entre autres que son mari est un tyran. Je m'aperçois d'une espèce de terreur qu'il fait régner autour de lui. La médiatisation de son divorce est une conséquence directe des risques qui avaient été pris en exposant la famille. Ah, ça fait du bien. C'est à la maison. C'est une crise majeure de la famille de Jean-Marie Le Pen et pour Jean-Marie Le Pen personnellement. Vous souhaitez qu'il réussisse vraiment en politique ou pas? Je l'ai souhaité pendant des années, maintenant je ne le souhaite plus du tout. Pourquoi? Parce que c'est tout un assemblage de faux semblants, Jean-Marie Le Pen. Il ment? Je crois qu'il se ment surtout à lui-même, donc qu'il ment aux autres. Pierrette Le Pen
se venge comme elle a souffert. Elle déballe tout avec l'intention de nuire. À l'approche des élections législatives de 1986, le risque politique est réel. Alors Le Pen va retourner l'arme médiatique contre son ex-femme. Ce soir, dans notre série de portraits de campagne, Fernand Tavares nous fait entrer chez Jean-Marie Le Pen. Une chaise vide, celle de l'épouse et de la mère qui a repris sa liberté. De ce fait, les relations père-enfant se sont modifiées. Père de 3 filles, 17, 22 et 26 ans, le président du Front National, comme beaucoup de leaders Politique passionné, consacre plus de temps aux réunions électorales qu'à son foyer. C'est pourquoi des retrouvailles comme celle-ci sont jalousement protégées. À mon avis, ça vient de lui, ça. Avoir voulu montrer sa famille pour gommer effectivement une partie de l'image créée par le chaos relatif qu'il est en train de subir avec le départ de sa femme, oui. On va montrer que mes filles sont avec moi, etc. Mon père ne nous a jamais forcés à penser quoi que ce soit. C'est qu'il ne nous a jamais pratiquement parlé politique ou dit il faut penser ça, ça ou ça. Mon père, c'est quelqu'un dont vraiment je suis fière. Vraiment, j'en suis très fière. Je suis vraiment très heureuse de m'appeler Mademoiselle Le Pen et de plus en plus. La mise en scène fonctionne. Jean-Marie Le Pen apparaît en père protecteur de ses filles face à une mère qui les a abandonnées. Il se lance dans la campagne des législatives 86, regonflé à bloc. Fort de son succès aux européennes, 2 ans plus tôt, le président du FN se fixe un objectif des plus ambitieux, devenir le grand leader de toutes les droites françaises. Oui, le Rassemblement national est en train de se construire. Le grand rassemblement du peuple de France. Pour être crédible, Le Pen doit faire élire un maximum de députés. Une fois encore, un coup de pouce déterminant va venir de l'Élysée. Fragilisé après 5 ans de pouvoir, François Mitterrand redoute que la gauche perde la majorité à l'Assemblée nationale. Pour limiter la casse, le président décide d'en finir avec le scrutin majoritaire. Monsieur le Président, vous vous apprêtez à modifier le mode de scrutin. Dans quel sens? Allez-vous instaurer la proportionnelle intégrale ou un système plutôt mixte? Vous avez prononcé une expression très juste, dans le sens de la proportionnelle, sans aucun doute. Et chaque fois que nous aurons l'occasion de commencer à instiller de la proportionnelle dans nos modes de scrutin actuels, ce sera bien. Est-ce que François Mitterrand a joué avec le feu? Non. François Mitterrand l'a fait pour que le Parti socialiste soit suffisamment haut. Par ailleurs, le fait de sauver le Parti socialiste dans cette élection à la proportionnelle impliquait donner un espace à Jean-Marie Le Pen. Il n'a pas hésité. L'autre événement de la soirée, c'est l'entrée spectaculaire du Front National au sein de l'Assemblée 86. Ils sont 35 et ils feront du bruit comme 100. 49 ans de moyenne d'âge. Le groupe du Front National compte 6 avocats, 3 universitaires, plusieurs dirigeants d'entreprises, des ingénieurs et des exploitants agricoles. Un ensemble qui se veut aujourd'hui respectable. Les tenues de combat sont désormais au placard, apparemment. Aujourd'hui, les socialistes, ils doivent se dire, on aurait quand même dû ne pas mettre le loup dans la bergerie. On aurait dû faire le cordon sanitaire. Mais maintenant, c'est trop tard. L'extrême droite revient au cœur de la démocratie française. Un séisme. Pourtant, c'est la droite classique qui remporte les élections. Jacques Chirac devient le Premier ministre de François Mitterrand. C'est la cohabitation. À partir de cette époque, le leader du RPR aura constamment le FN sur ses talons. Et la bascule se fait ce jour-là. On a été élus comme l'aile dure du RPR. La bourgeoisie nous a élus pour faire pression sur Chirac. C'est ça. Et un rappel au règlement que
que je formule et que je... Et nous, on est en bloc, on est content, on a la pêche, et tout ça est uni, tout ça est heureux d'être là. Les autres, ils sont blasés. C'est vraiment une super équipe. Le Pen croit plus que jamais à son objectif. Détrôner Chirac à la tête de la droite. Pour cela, il va donner l'image d'un FN plus présentable. Et Jean-Marie Le Pen va tenter d'amorcer à travers son groupe parlementaire une politique de notabilisation. C'est-à-dire de multiplier les gestes en direction de la droite classique. Avec son look de docteur des beaux quartiers, François Bachot renvoie une image du Front National rassurante, compétente, en un mot, respectable. À l'époque, en 1986, au moment de la formation du groupe parlementaire, je vais être en charge de la com. Vous avez un téléphone et un Minitel. Vous tapez alors sur votre Minitel le code NATIO, NATIO. Vous êtes maintenant en liaison avec le Front National. Le Front National crée même son propre média pour attirer de nouveaux militants. Devenu vedette incontestée de la vie politique, surtout depuis le 16 mars, Jean-Marie Le Pen n'aura pas tardé à adopter, comme les autres leaders, un rythme d'activité qui consiste à être, en quelque sorte, partout à la fois. Alors, le Front National, un parti comme les autres? Eh bien non. Seuls quelques membres de la droite classique ont rejoint le FN. Ce sont les plus radicaux. À commencer par certains cadres du Club de l'Horloge, comme Jean-Yves Le Gallou. Je suis le premier à aller au Front National dans cette équipe. Hein. Et Bruno Maigret, évidemment, va aussi basculer. Bruno Maigret, futur numéro 2 du FN. Une recrue de poids, tout comme Le Gallou, qui apporte à Le Pen un concept central, la préférence nationale. La préférence nationale apparaît en 1985 et c'est le titre d'un livre que je publie dans le cadre du Club de l'Horloge, La préférence nationale, réponse à l'immigration. Qu'est-ce que la préférence nationale? La préférence nationale répond à l'idée, être français, cela s'hérite ou cela se mérite. Et l'idée étant, on coupera les pompes aspirantes de l'immigration. C'est le droit du sang. Oui, c'est le droit du sang, oui, le droit de la filiation, complété par l'assimilation pleine et entière. À partir du moment où nous ne sommes pas racistes, nous défendons ce que nous sommes, c'est-à-dire la race blanche, le débouché final, face au grand remplacement, c'est la préférence nationale. Préférence nationale, c'est le débouché qui ordonnera toute la pensée, jusqu'à aujourd'hui, de la droite extrême et du nationalisme. Immigration, insécurité, identité. La préférence nationale donne un nouveau souffle aux obsessions de l'extrême droite et permet de séduire la droite classique. Certaines de ces figures, comme Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, plaident pour un rapprochement avec le FN. Après des années d'hésitation, Chirac refuse. Pour lui, les gaullistes ne peuvent pactiser avec l'extrême droite. Il déploie un cordon sanitaire. Il n'y a pas beaucoup d'estime pour Jacques Chirac. Pourquoi? En ce qui me concerne, il a toujours agi d'une façon assez déloyale à mon égard. Par conséquent, je n'ai aucune estime particulière pour lui. Parce que sur l'échiquier politique, Jacques Chirac est plus proche de vous que Mitterrand. Certes, mais ça, ce sont des apparences. François Mitterrand, il était dans un rôle. Il assumait un rôle d'homme de gauche que je crois personnellement assez différent de ce qu'était sa nature profonde. Jean-Marie Le Pen échoue à se rendre fréquentable au sein de la classe politique. Pour une majorité de Français, il est bien d'extrême droite. D'autant que son passé sulfureux a récemment refait surface. Ce matin,
Le quotidien Libération publie 5 témoignages de personnes qui affirment avoir été torturées par le lieutenant Le Pen en 1957, au cours de la guerre d'Algérie. Vers 7 h du matin, je reçois un coup de fil de Jean-Marie Le Pen. Moi, je suis chez moi, qui me demande de venir immédiatement. À Montretout, il m'attend sur le perron de Montretout et il me dit « Il tombe de la merde, j'ai mis mon ciré ». Et commence l'affaire des tortures en Algérie. 5 témoignages précis et concordants vous accusent d'avoir torturé en Algérie. Que répondez-vous? Cette offensive de guerre psychologique fait partie d'un plan, d'un complot. Vous dites que c'est faux. Mais bien sûr, enfin c'est faux, c'est un mélange habile. Tous les gens, j'ai parcouru leurs témoignages, sont des agents du FLN. Tous ces gens ont été sollicités de faire un témoignage dont on peut s'étonner tout de même qu'ils aient attendu 28 ans pour le faire. Est-ce que pour autant ça vous dispense de prouver que vous n'avez jamais torturé en Algérie? Mais écoutez, moi je ne suis pas, c'est pas à moi de prouver que je n'ai jamais torturé. Que s'est-il passé lors de la bataille d'Alger? Engagé dans le 1er régiment étranger de parachutistes entre décembre 1956 et mars 1957, le lieutenant Le Pen est décoré par le général Massu. Bien plus tard, Massu reconnaîtra avoir torturé pendant la guerre d'Algérie. Jean-Marie Le Pen, lui, est plus ambigu. D'abord, en 1957, devant ses collègues députés, il ne nie pas avoir torturé. 5 ans après, il le reconnaît même explicitement dans le journal Combat. Je n'ai rien à cacher. J'ai torturé parce qu'il fallait le faire. Pourtant, plus tard, Le Pen va systématiquement attaquer les organes de presse qui relatent cette période de sa vie. En fait, la seule stratégie qui va être adoptée est une stratégie juridique. Autrement dit, de passer par les procédures et d'attaquer systématiquement tous les journaux, tous les médias qui allaient aller dans cette direction-là. Le président du Front National réplique avec virulence au quotidien Libération. Il annonce son intention de porter plainte. Libération, Le Canard enchaîné et plus tard Le Monde publient des preuves et des témoignages. Le Pen disait, si vous ne voulez pas de l'Algérie française, vous aurez la France algérienne. Pour ma part, je ne regrette rien, car l'Algérie était française. Aujourd'hui, la torture commence avec une paire de gifles. Je préfère ceux qui ont torturé à ceux qui ont hésité à sauver des vies humaines. Je justifie la torture au nom de l'humanisme. Bon. Dans toutes les archives qu'on a vues et dans tout ce qu'on a lu sur vous, vous dites que la torture, lorsqu'elle peut sauver des vies, peut être acceptable. Oui, mais c'est ce que je pense, ça, oui. D'ailleurs, de quoi la torture? Qu'est-ce que c'est que la torture? C'est quoi exactement? C'est pas... c'est la brutalité d'un interrogatoire. Mais ça n'est pas la torture avec du plomb fondu, avec des choses comme ça. La torture, c'est un mot extrêmement vague, extrêmement vaste. Ça permet, en effet, à toutes les imaginations, y compris les plus délirantes, de se forger des images. En l'occurrence, tout cela était très banal. La torture n'est pas une notion vague. Elle est clairement définie dans une convention des Nations Unies adoptée en 1984. Mais Jean-Marie Le Pen n'aura jamais à s'expliquer devant un tribunal. Il est couvert par l'amnistie des accords d'Évian, signé en 1962 entre la France et l'Algérie. Quant à eux, tous les titres de presse attaqués par le leader du FN ont été relaxés. Est-ce que Jean-Marie Le Pen dit la vérité ou affirme des choses qui ne répondent pas à ses actes directement? Je n'ai aucun moyen de le savoir.
une chose tout de même, parce que j'en ai déjà parlé. À un moment, nous étions à Montretout, où je lui parle de ça, parce que nous étions dans ce climat. Il me dit, écoute, la gégène, c'est pas très grave, d'ailleurs, il y en a une dans la cave. Si tu veux, je vais la chercher, je vais te montrer. Bon, j'ai arrêté la conversation tout de suite, mais je suis loyal en vous parlant de cette anecdote. Plus Le Pen est attaqué, plus il se renforce. Tel est le pouvoir du populiste. Pour en bénéficier, il faut avoir le sens de la scène. Faire de chaque discours un spectacle. Vous voyez bien l'amour des gens pour lui. L'amour des militants pour lui. Et tout ce monde entre en transe dès qu'arrive le héros de la fête, Jean-Marie Le Pen. Il transpire, il salue, il serre des mains, il embrasse, il le veut le président. Impressionnant, non? C'est lui qui l'a créé, ça. C'est lui qui l'a créé. Moi, il m'a toujours dit, si tu fais une réunion politique où il y a 3 personnes, ça fait rien, c'est 3 personnes qu'il faut convaincre. C'est du très grand théâtre, Jean-Marie Le Pen. C'est un homme de grand théâtre. Parce que c'était une incroyable bête de scène, en réalité. Un showman exceptionnel. Jean-Marie Le Pen avait accès à toutes les télévisions du monde, et en particulier à des télévisions américaines. Et il avait remarqué la technique des télé-évangélistes américains. But Jesus could take a storm like that and turn it around. Jesus Christ, who are you? He stood and said, I am God. Et effectivement, ça lui a donné l'idée de faire la même chose. Pas de notes, un texte parfaitement mémorisé. Il appliquera cette technique jusqu'à la fin de sa carrière politique. Le populiste doit aussi s'accaparer les symboles de son pays. Pour unir son peuple, Jean-Marie Le Pen convoque Jeanne d'Arc et détourne la fête du travail, le 1er mai. Tu appelles le peuple à se dresser contre l'envahisseur étranger. L'après-midi, la gauche défile avec la CGT, le Parti communiste, et le matin, nous nous défilons avec les patriotes et les admirateurs de Jeanne d'Arc. Bérets verts, bérets rouges, catholiques intégristes et autres croisés de l'anticommunisme. J'ai souvenir de gens qu'il avait rassemblés, mais qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Il y avait des cathos tradis avec des païens les plus fanatiques qui soient. Il y avait des gens de droite, et avec Le Pen, pour rassembler des gens comme ça. Parce que sinon, ils se seraient tapés dessus à la moindre occasion. 15 ans après sa création, le FN réunit tous les courants de l'extrême droite. Il peut maintenant aller braconner sur les terres de la gauche, celles du Parti communiste en particulier, qui commence à perdre du terrain auprès des classes populaires. Le Front National crée la fête des BBR. La fête des Bleus, Blancs, Rouges. Fête populaire, rassemblement politique bien sûr, mais pour quelques heures, l'amitié passe un peu avant l'actualité. La fête des Bleus, Blancs, Rouges sert à mobiliser la base militante, à stimuler les gens pour qu'ils viennent à ce rendez-vous très important de l'histoire du Front National tous les ans, qui est une sorte de concurrence de la fête de l'humanité du Parti communiste. Messe traditionnaliste en latin sous un hangar géant, avant un lâcher de parachutistes porte-drapeau. Il y en avait presque pour tous les goûts aujourd'hui à la fête du Front National. Jean-Marie Le Pen, il est partout, il s'affiche, il s'achète en disque, cassette ou cuvée spéciale. C'est clair que maintenant, Jean-Marie Le Pen devient un acteur central de la vie politique française parce que la droite est effondrée et que la gauche ne se rend absolument pas compte du problème, si ce n'est d'annoncer le fascisme est à nos portes. Ce n'est pas le fascisme
de type classique, c'est un national-populisme. Le national-populisme, c'est la synthèse de toutes les évolutions culturelles et politiques du nationalisme en France. Et donc là, on comprend que c'est quelque chose de nouveau qui va surgir dans notre société. Celui qui se présente comme le candidat du vrai peuple est fin prêt pour la prochaine élection présidentielle, celle de 1988. Pourtant, une menace pèse toujours sur Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Pierrette, son ex-épouse, continue de l'attaquer dans la presse. Il réplique jusqu'à la phrase de trop. Il avait eu une phrase très malheureuse en disant si elle n'a plus d'argent, elle n'a qu'à faire des ménages. Et donc, C'est la Playmate surprise du mois. Pierrette Le Pen, 50 ans, à la une de Playboy. Avec sa serpillière, mais sans ses vêtements. Son ex-mari lui avait conseillé de faire des ménages pour subsister, elle l'a pris au mot. Mais quel humour dans cette famille! avec l'affaire Playboy, tout ça est très très public, très médiatisé. Et tout de suite médiatisé. Et probablement avec un rôle de l'avocat de Pierrette à l'époque, qui est Gilbert Collard en l'occurrence. Pourquoi je deviens l'avocat de Pierrette Le Pen? Parce que la jeune pute de trottoir médiatique que j'étais déjà à l'époque s'est sentie des talons aiguilles. Pierrette m'appelle et me dit que lui, Jean-Marie, me conseille de faire des ménages. Et je dis en rigolant à Pierrette, écoute, t'as qu'à poser en soubrette pour le faire chier. Mais je le dis en plaisantant. 3-4 jours plus tard, elle me rappelle et elle me dit « Je vais poser en soubrette dans Playboy ». 4 jours après la parution dans les kiosques, le numéro est épuisé. Et pour faire face à la demande, Playboy réimprime 200 000 exemplaires. Dans les pays anglo-saxons également, Pierrette Le Pen n'est pas passée inaperçue. Et le très sérieux magazine Time prévoit de lui consacrer une couverture. Tout le monde se disputait pour avoir le journal. Mais c'était incroyable, c'était incroyable. Aujourd'hui est sorti quand même un article intéressant dans Playboy, qui est la femme de Le Pen, à poil. Cette femme a du courage. Elle termine son interview très intelligent d'ailleurs en disant qu'on ne quitte pas Le Pen impunément, avis aux électeurs. Ouais, voilà. Et au Front National, personne ne disait rien. Tout le monde l'avait, et personne ne disait rien. Non, on n'allait pas lui dire, dis donc, Pierrette, elle est bien roulée, ou je sais pas, ça, je pense que ça l'aurait pas fait rire. Non, mais c'était... Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, quoi. Je regrette pas du tout. Non, absolument pas. Non, c'est la réponse du berger à la bergère. À chaque fois, je réponds. Oui. Mais je réponds à ma façon. Et ma dernière façon a été un petit peu, oui, c'est vrai, spectaculaire. Chez Pierrette, c'était une dialectique de la vengeance. Il a tellement dominé qu'il faut un peu qu'elle le domine, quoi. Est-ce qu'il en souffrait? Il me l'a jamais dit, mais je me suis bien rangée. Jean-Marie Le Pen, notre invité aujourd'hui. Comme vous n'appréciez pas tellement et que vous n'avez pas beaucoup d'humour sur le sujet, je dois dire que j'ai assez peu d'humour et je dois vous dire qu'en pensant à mes jeunes filles, j'en ai encore moins, je dois dire. Elle dit dans l'événement du jeudi, parce qu'il n'y a pas que Playboy. Si Le Pen perd son sens de l'humour, c'est parce que son ex-femme ne dévoile pas seulement ses charmes, mais aussi et surtout le vieux secret le plus gênant du leader du Front National. La réalité de sa fortune issue de l'héritage Lambert. Monsieur Le Pen, quand nous avons hérité de la fortune des Lambert, il y avait 3 milliards de centimes en Suisse, qui doivent toujours y être d'ailleurs. Vous avez des documents, des preuves qui confirment bien l'existence de ce montant suisse? J'ai des preuves, j'ai des témoignages, Maître Pollard est là, c'est mon avocat et nous ferons ensemble ce qu'il faut au moment où il faudra. Compte en Suisse. L'auditeur ou le lecteur n'entend ou ne voit qu'un mot
Ce mot suffit parfois à gagner le procès médiatique. Le mot compte en Suisse. C'est une phrase, c'est pas un mot. Compte en Suisse. Oh, c'est de la malveillance, ça. Je pense que ce sont des propos qui sont courants dans les divorces. On essaye de faire le plus de mal possible à son ancien conjoint. Les accusations proférées à l'époque par Pierrette Le Pen délient les langues dans l'entourage du leader du Front National. Il se dit que l'héritage Lambert comporterait un magot caché dans les entrailles de Montretout. Aujourd'hui encore, personne n'ose évoquer le sujet sans précaution. Un ancien cadre du FN a choisi l'anonymat pour le faire. Le Pen savait qu'il y avait un pactole dans cette cave de Montretout. Dans les dernières semaines de l'agonie d'Hubert Lambert, il lui avait dit sur son lit de mort, le pauvre. Il a confié à Le Pen ou à Pierrette le fait qu'il avait dissimulé à la cave plusieurs centaines de lingots. C'est un énorme pactole. Il va devenir avide toute sa vie après ça. Il va vraiment péter un câble. Il y a cette histoire de lingots d'or. Donc vous aviez trouvé des lingots d'or dans la maison. Il y avait des lingots d'or. Des lingots d'or, ouais. Et quand bien même il y aurait eu des lingots d'or, quel est le problème? Il faut les déclarer. Ils ont peut-être été déclarés, vous n'en savez rien. Un lingot d'or ou un paquet de billets de banque, quelle est la différence? L'histoire de lingots d'or, c'est des histoires à dormir debout, ça. Un mot de l'actualité judiciaire. Les bureaux de Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud, en banlieue parisienne, ont été perquisitionnés cet après-midi. Le cofondateur du Front National est soupçonné de détenir des avoirs non déclarés à l'étranger. En 2015, la justice enquête sur un compte bancaire caché en Suisse qui serait détenu par Jean-Marie Le Pen. 2,2 millions d'euros, dont les 3/4 en lingots et en pièces d'or. Cette affaire a-t-elle un lien avec le présumé magot de Montretout? Impossible de l'affirmer. Tout au long de sa carrière, Jean-Marie Le Pen a cultivé le mystère sur la gestion de son argent. Le Pen était très prudent. Il y avait des gens autour de lui à Montretout qui devaient le conseiller. Et puis, il y a Mouchard. Mouchard, c'est l'homme de l'ombre. Il avait des notions de gestion helvétique suffisantes. Je l'ai vu, je l'ai rencontré 2-3 fois, pas plus. Il faisait quoi dans la vie, Mouchard? Il s'occupait de gérer des fonds d'élus, de je sais pas quoi. C'était pas très clair, mais j'avais aucune confiance dans ce type-là, enfin, voilà. Jean-Pierre Mouchard, un homme d'affaires français, ami intime du président du Front National. Gestionnaire de fortune en Suisse, son nom est associé à celui de Le Pen dans l'ouverture d'un compte à Genève qui ne sera jamais déclaré en France. Là encore, difficile de faire le lien avec les lingots. Mais peut-être, en revanche, avec les multiples sources de financement dont le leader du FN a bénéficié pendant des années. Dons de sympathisants, de militants, de généreux bienfaiteurs. C'est vrai que les gens lui donnaient de l'argent directement. Et Le Pen nous tenait absolument pas au courant des fonds reçus ou de l'emploi de ces fonds. Ça servait surtout à lui, quoi. Alors, les gens qui donnent à Jean-Marie Le Pen de l'argent, c'est pour le Front National, on est d'accord? Bah oui, normalement. Oui. Non, mais Le Pen est conseillé par des gens comme Mouchard, lui disait « Mais c'est à toi, vieux, c'est à toi. Tu envoies chier tous ces connards. Les gens donnent de l'argent que pour Le Pen, pas pour le Front National. » Ça devait vous énerver, ça, non? Oh bah oui, bah y a de quoi. Le montant du patrimoine de Jean-Marie Le Pen
reste difficile à évaluer précisément. D'ailleurs, il n'a pas été seulement le légataire universel d'Hubert Lambert, mais de 3 autres personnes. Héritage Julien Le Sabazek. Héritage Pierre Briffaut. Héritage Solange Léonet. Quand Le Pen héritait, il a hérité plusieurs fois, mais directement à lui et non pas au front. Alors, qu'est-ce que les que je dise, moi, en tant que trésorier? Il n'y avait rien à dire. Alors, nous avons écrit un certain nombre de lettres à des hommes politiques dont vous êtes pour leur demander quelle était la valeur de leur patrimoine. J'ai toujours pas su votre réponse. Écoutez, mon patrimoine est tel. On dit que c'est 7 millions de francs à peu près. Mon patrimoine est tel que je ne suis pas astreint à faire la déclaration sur les grandes fortunes. Vous voyez? Non. Vous pouvez dire ça sur l'honneur, aux Français, vous allez m'accuser de fraude à la télévision? Oui, je le dis. La preuve, c'est que je ne l'ai pas faite. Voyez-vous? Jean-Marie Le Pen, sur la 2e chaîne à l'heure de vérité, avait affirmé qu'il n'était pas assujetti à l'impôt sur les grandes fortunes. Nos confrères de l'AFP ayant révélé le contraire ce matin, Jacques Collet a interrogé sur ce point le président du Front National, qui dément maintenant avoir déclaré sur Antenne 2 ce que chacun d'entre vous a pu entendre concernant sa non-imposition au titre des grandes fortunes. Je n'ai jamais dit que je n'avais pas été assujetti, mais à ma connaissance, le fait d'être assujetti à l'impôt sur les grandes fortunes ne constitue pas encore un crime pour tribunaux populaires. Dire tout et son contraire. Brouiller les pistes. Jean-Marie Le Pen minimise son enrichissement personnel. Au cours de sa carrière, il fera pourtant l'objet d'une vingtaine de contrôles fiscaux et écopera d'une condamnation définitive pour non-déclaration de revenus en 1998. Divorce, héritage, accusation de racisme, Jean-Marie Le Pen résiste à toutes les tempêtes. 3 garçons, 3 capitaines. À 1 an de la présidentielle, il tient bon la barre. L'un est à Bordeaux et l'autre à La Rochelle. Bon. À la Trinité-sur-Mer, son fief breton, le candidat Le Pen savoure le dernier sondage en date. 9% des Français promettent de voter pour lui et 12 autres % l'envisagent. Nous sommes à 1 an, un petit peu moins d'1 an, d'une élection présidentielle, celle de 1988. Donc à ce moment-là, il y a une dynamique incroyable. On ne sait pas où ça peut s'arrêter. Donc, remise en forme, régime, exercice et ainsi de suite. Un changement de look avec la coiffure en arrière au lieu d'être coiffé sur le côté. Extrêmement efficace d'ailleurs. À ce moment-là, je pense qu'on peut être au 2e tour en 88. Pour renforcer sa crédibilité de présidentiable, Jean-Marie Le Pen s'envole à la rencontre de dirigeants étrangers. Le Premier ministre japonais, la présidente des Philippines, ou encore Omar Bongo, l'homme fort du Gabon, qui le reçoit en grande pompe. Et puis, cerise sur le gâteau, une photo avec le leader du monde libre en personne, Ronald Reagan. On dit que vous êtes le Ronald Reagan français. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, écoutez, j'en pense qu'on me fait beaucoup d'honneur. Les gens disent, mais vous parlez comme Reagan. Non, je parle comme Reagan, mais Reagan parle comme moi. Si cette tournée internationale a été possible, c'est grâce à un mécène richissime, puissant, influent. L'Église de l'Unification, d'obédience chrétienne, plus connue sous le nom de secte Moon. La secte Moon. La secte Moon. La secte Moon. Cette secte si contestée. Le révérend Moon. Le révérend Moon a encore frappé. Moi, je ne savais pas ce que c'était, Moon. Je dis, c'est une secte, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est un mouvement religieux qui vient de Corée du Sud, et qui vise notamment à mettre à bas le communisme dans le monde. À un moment, il apparaît que Jean-Marie Le Pen peut jouer un rôle à cause de l'anticommunisme. Il est approché. Moon
a été fondée par un homme d'affaires sud-coréen, Sung Myung Moon, proche des milieux conservateurs américains, en particulier du patron de la CIA, George Bush père. Respected guest from Washington D.C. Now nobody can oppose me. Talking liberal, talking candidate, bad, fat, worst guy. Cet anticommuniste fanatique mise sur Jean-Marie Le Pen pour endiguer le péril rouge qui menacerait la France. Moi, j'aurais été contre, mais on m'a jamais demandé mon avis et j'ai jamais été en contact avec des gens de Moon. Nous, on gueulait, évidemment, on protestait, parce qu'on était mis devant le fait accompli. Mais enfin, Jean-Marie, c'est une secte. Ne crois-tu pas, quand même, que le fait d'être soutenu par une secte ne puisse nous nuire? Et Le Pen a répondu, mais vieux, catholicisme, les chrétiens, ils ont commencé comme ça. Ils ont d'abord été comme une secte. Hein? C'est quoi la secte? Vous considérez que c'est une secte quand on fait partie d'une autre religion? Mais en termes de financement, pour payer l'installation des meetings, pour les déplacements, etc. Oui, mais tout ça, j'ai fait 5 campagnes présidentielles. Bon, quand on fait une campagne présidentielle, on essaye de récolter des appuis dans tout ce qui vous approche ou n'est pas éloigné de vous. Voilà. Il n'y a rien d'étonnant, en tous les cas, rien qui m'ait marqué la mémoire. Et voilà. Je pense qu'ils avaient de l'argent et qu'ils ont aidé financièrement. On le savait, tout le monde le savait. Mais c'était pas au devant de la scène, hein. À la secte Moon, ils étaient adorables. Enfin, ils étaient adorables parce que le patron, c'était Sérac, Pierre Sérac. Nous ne sommes pas contre l'argent. Nous pensons que l'argent peut être utilisé pour le bien et doit être utilisé pour le bien. Pierre Sérac, un inconnu en politique. Bombardé député FN en 1986. Le représentant de Moon, en France, ouvre son carnet d'adresses et son carnet de chèques au patron du Front National. Aujourd'hui décédé, il nous expliquait en 2015 la nature des liens entre la secte et Jean-Marie Le Pen. Pour la campagne de 88. Oui. Vous me disiez, lorsqu'on s'est rencontrés, que l'aide était conséquente. Oui. Bon, je peux vous dire, c'est plusieurs millions de dollars. Hein. Voilà. D'accord. Et nous, on voulait accompagner Le Pen jusqu'à la présidence de la République. C'était pour une collaboration sur le long terme. Un soutien financier qui permet à Le Pen de mener une campagne ambitieuse. Meetings, cocktails, réceptions et même la location du stade Vélodrome de Marseille. Grâce à la secte, Jean-Marie Le Pen prend une nouvelle dimension. Et sur la question de savoir s'il fallait, parce que la législation de ce temps le permettait, accepter des aides de cette nature, à moi, ça n'a posé aucun problème parce que je considérais que la finalité était totalement justifiée. Reste un problème majeur. La réputation d'antisémite du leader du FN. Pour effacer cette image, Moon a tout prévu. Une rencontre cruciale à New York. Il obtiendra un rendez-vous avec le Congrès juif mondial, devant lequel, à New York, il exprime ses positions. S'il se rend au Congrès juif mondial, c'est pour lever un certain nombre d'équivoques et pour répondre à des questions et pour se montrer, se faire connaître. C'est une invitation à déjeuner. Je suis traité courtoisement par mon auditoire. Je fais un petit laïus avant de partir et les responsables de cette formation m'accompagnent jusqu'à l'avion d'une façon tout à fait cordiale, tout à fait amicale, sans problème. Voilà. Les applaudissements qu'il a recueillis, la chaleur de l'accueil, ainsi de suite, lui donnent le sentiment qu'une page a été tournée. Tous ces efforts
paye. Pour la première fois, Jean-Marie Le Pen a une chance de se qualifier pour le second tour d'une élection présidentielle. À mi-campagne, il est crédité de 18% des intentions de vote, alors que la droite classique se divise. Le Pen, c'est la fusée, vous voyez, qui vient de décoller de Cap Canaveral et qui va être mise sur orbite. On ne peut plus l'arrêter. Et puis il y a une erreur à un moment donné dans l'ordinateur. Dans l'ordinateur cérébral, pouf, la fusée. Grand jury RTL Le Monde. Avec ce soir, monsieur Jean-Marie Le Pen, président... Le matin de cette émission, nous sommes un dimanche matin, Jean-Marie Le Pen me dit « Je suis absolument pas en forme, j'ai l'esprit vide, j'ai de la fièvre ». Et jusqu'à midi, la question peut-être d'annuler sa participation à cette émission s'est posée. Bonsoir, monsieur Le Pen. Vous voici au grand jury RTL Le Monde alors que débute une année... Il y avait une certaine actualité sur la question des chambres à gaz, qui fait que je lui avais signalé qu'une question pouvait venir là-dessus. Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous mettez en doute... C'est un point de détail. Non, mais est-ce que 6 millions de morts. Est-ce que vous affirmez... Non, pardon. Je l'ai compris, mais... Jean-Marie Le Pen comprend tout de suite les conséquences, tout de suite. Non, mais 6 millions de morts, comment c'est Juifs, oui. Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail? Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas? Oui, c'était pas un point de détail quand même. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Alors écoutez... Il est d'une humeur épouvantable quand il sort de l'émission. Et il me dit, en 40 ans de vie publique, c'est la plus grosse connerie qui soit sortie de ma bouche. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rarement la vie politique avait atteint dans ce pays ce niveau de polémique. Le chef de l'extrême droite se révèle ainsi encore plus comme l'homme de la haine. Il a dit « Je n'ai pas vu les chambres à gaz », on sait très bien que c'est toute la thèse des révisionnistes. On est horrifiés. Moi, je dois dire que je commence à avoir très peur. Vous n'avez pas regretté ces propos tout de suite après? Regretter, ça veut dire quoi? J'avais pas regretté des propos qui étaient banals. J'avais pas fait une proclamation extraordinaire. Le point de détail était devenu une espèce de monstruosité. Mais monsieur Le Pen, c'est normal, c'est pas un détail. Ah bon? Les chambres à gaz, c'est pas un détail, donc c'est normal qu'on vous pose la question. Ah, c'est quoi alors? Bah, c'est un fait historique majeur. Qu'est-ce que je peux faire? Ne pas parler alors. Rester muet pour ne pas risquer que mes adversaires ou mes ennemis interprètent ce que je dis. Je lui parle, je suis un homme libre, je parle librement. Voilà, je n'ai rien dit d'outrageant pour qui que ce soit, ni même pour la vérité historique. Il y a une chose à savoir à propos de Jean-Marie Le Pen. Si vous faites une comparaison avec un véhicule, et par exemple un char d'assaut, il n'y a pas de marche arrière sur le char Le Pen. S'il doit y avoir un côté négationniste de Le Pen, c'est de nier les conséquences du détail sur sa propre carrière et la perception que les Français pouvaient avoir de lui. Pourquoi ces soupçons d'antisémitisme selon vous? Ah ben, j'en sais rien, parce que je suis un adversaire politique et qu'on n'a pas autre chose à me reprocher. Selon vous, est-ce que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Est antisémite? Oui. Il leur crachera la gueule. J'aurais été juif, je n'aurais pas accepté cette phrase. Il voit des juifs partout. Jean-Marie Le Pen sera condamné pour cette diatribe antisémite relevant du délit de contestation de crimes contre l'humanité et à de multiples reprises pour des propos du même ordre. À compter du 13 septembre 1987, plus rien ne sera comme avant pour le président du Front National.
nouveau coup dur pour Jean-Marie Le Pen. Alors qu'il lançait un appel au rassemblement dans le cadre prestigieux de la baie du Mont-Saint-Michel, nos confrères du Monde et de RTL publiaient un sondage Sofres, sondage selon lequel l'audience et les thèses du Front National sont en net recul. 78% des Français se déclarent hostiles à Jean-Marie Le Pen. Il n'était que 57% en novembre 84. Jean-Marie Le Pen découvre que son pire ennemi, c'est lui-même. Telle est la faille des populistes. J'accuse le lobby de l'immigration. Leur force, jamais d'excuses et constamment la surenchère. Organisé et conduit contre moi ce procès en sorcellerie. Il ira toujours plus loin dans la provocation. Toujours plus loin dans le culte de la personnalité. Pour ses soutiens, il est désormais le menhir. Pour les autres, le diable de la République. Oui, le diable de la République. Pourquoi pas, après tout. Ça ne m'épouvante pas. Je n'ai pas peur des diables.